Exemple d'arbre phylogénétique du vivant. Cet arbre phylogénétique met en évidence trois groupes d'organismes, les eubactéries, les archées et les eucaryotes. Ces trois lignées s'enracinent sur un ancêtre commun appelé LUCA pour Last Universal Common Ancestor. LUCA ne correspond pas, attention, au premier être vivant qui a existé, mais il correspond à l'ancêtre commun de tous les organismes qui existent actuellement. Donc c'est un organisme hypothétique qui va présenter des caractères qu'il a légués à ses différents descendants. Il ne correspond pas au premier être vivant puisqu'il y a eu probablement d'autres êtres vivants qui ont donné des lignées mais qui se sont éteintes. Deuxième exemple d'arbre phylogénétique, celui des embryophiles. Pourquoi? Parce qu'il contient notre groupe d'études principal de végétaux cette année, les angiospermes. Donc on va voir ici les caractéristiques avec les innovations évolutives qui sont apparues pour aboutir aux angiospermes, mais cet arbre phylogénétique n'est absolument pas à connaître par cœur, il est à comprendre et pouvoir être commenté, utilisé en exercice. D'abord, les embryophytes. On vous donne pour définition, autrefois dénommés cormophytes, qui veut dire plante à tige, du latin cormus ou du grec cormos qui veut dire tige et tronc, ou encore appelés archégoniates, où il va y avoir un gamétange femelle qui est l'archégone. Bon, là, c'est un peu complexe, on n'a pas étudié les mousses et les fougères, donc on ne présentera pas cet aspect-là. Les plantes ce sont des plantes terrestres avec un embryon végétal, structure qui se développe après la fécondation à partir du zygote. Je vais me baser là, comme pour les autres cas de figure, sur ce que vous connaissez des angiospermes. On a un zygote qui contient un pied ou sussoir, un suspenseur et une tête. Donc là, ce qu'on appelle le pied ou sussoir, ça va correspondre à la base du suspenseur, la cellule basale, et le reste du suspenseur, la tige, va porter une tête, entre guillemets, c'est l'embryon globuleux au stade pro-embryon. Cette tête, on vous dit, c'est la tête de l'embryon qui se développe en sporophyte avec racines, tiges et feuilles. Donc si on poursuit le développement du stade embryon globuleux, on va passer à une forme embryon cordiforme si on est chez les dicotylédones. Et tout cet ensemble va effectivement donner la jeune plantule. L'embryon dépend au moins pour les premiers stades du développement des réserves d'origine naturelle. Effectivement, on a vu que le suspenseur va prélever des substances en provenance du nucelle, lui-même qui récupère les molécules organiques, les substances nutritives à partir du placenta via les faisceaux créovasculaires. Donc tout ça vient du pied feuillé, donc d'origine maternelle au niveau de l'ovaire. Ça va pouvoir venir dans l'embryon. Ensuite, les embryophytes, on va être dans la lignée des hémitrachéophytes. Il va y avoir ici de nouvelles innovations évolutives qui apparaissent pour aller vers cette lignée. C'est d'une part les stomates, donc bien sûr les ouvertures qui permettent les échanges gazeux. C'est d'autre part les cellules conductrices dans la tige, donc je vous remets ici une coupe transversale de tige d'angiosperme pour laquelle on peut distinguer le xylème ici en vert et le phloème, et dont les méiospores sont formés dans des sporanges. Là, pour rappel, je vous mets le cas des sporanges mâles qui correspondent au sac pollinique, donc enveloppe pluricellulaire protectrice des spores qui contiennent les spores en formation, et notamment donc ici les méiospores, la tétrade de méiospores. Donc là encore, adaptation au milieu terrestre puisqu'on considère que les sporanges sont des structures protectrices des stades fragiles que sont les spores. Ces hémitrachéophytes vont donner une lignée pour laquelle on va être bref, c'est celle des bryophytes qui contiennent les mousses, donc mousses portant des petites feuilles,
et une capsule sporangiale. Donc, les spores vont être formés dans cette capsule pour ensuite être libérés. Celle qui donnera les angiospermes, c'est la lignée des trachéophytes. Innovation évolutive, on vous dit ici, c'est la présence de cellules conductrices de sève brute avec de la lignine au niveau de leurs parois, donc les trachéides et ou les vaisseaux. Sur cette photo, on voit le xylème primaire ici avec petites cellules, protoxylème, c'est les trachéides, puis on progressivement passe au métaxylème, ce sont des éléments de vaisseau, la coloration ici au carmine vert, donc on met en évidence en vert les parois lignifiées, et c'est également le cas des cellules de soutien, donc par exemple ici les cellules de sclérenchyme, adaptation au milieu terrestre et à sa faible portance, donc rôle pour le port dressé. La phase diploïde est dominante, ce sporophyte est le pied feuillet qui est indépendant du gamétophyte. Donc je vous rappelle ici le schéma simplifié du cycle vital, du cycle de développement des angiospermes. À partir du zygote, différentes mitoses du développement embryonnaire et post-embryonnaire forment une génération de Z. On a plusieurs cellules qui interagissent, donc on a une génération diploïde, c'est le sporophyte. Au niveau de ce sporophyte, vont être formées par méiose des méiospores qui elles-mêmes, par mitose, vont donner une génération haploïde appelée le gamétophyte. Le gamétophyte va former les gamètes qui fusionnent par fécondation. Donc deux générations, la plus abondante, c'est le pied feuillet, c'est le sporophyte, et il est indépendant du gamétophyte, le gamétophyte étant pour la partie mâle le grain de pollen et pour la partie femelle, le sac embryonnaire. Ces trachéophytes vont d'une part donner les lycophytes, dont on ne parlera pas plus que ça, vous avez juste ici la photo, et la lignée qui nous intéresse, celle des euphylophytes. Les euphylophytes, donc végétaux avec vraies feuilles, issus de ramifications latérales de la tige. Donc là, je ne vous ai pas mis de photo, mais bien sûr, les angiospermes vont avoir des feuilles avec des nervures qui proviennent des faisceaux cryoavasculaires de la tige. Et ces euphylophytes vont donner la lignée des filicophytes. Filicophytes, on vous dit, végétaux dont la feuille est qualifiée de fronde, vous l'avez ici, une fronde de fougère, qui a à la fois le rôle photosynthétique, donc on voit sa couleur verte, elle va avoir le rôle nutritif du végétal, ça va être l'appareil végétatif, mais en même temps, et c'est la grande différence avec ce qui aboutira aux angiospermes, en même temps un rôle reproducteur, puisqu'elle porte des sporanges sur sa face inférieure. Donc si on retourne ce type de feuille, on a des petits amas orange qui correspondent à des amas de sporanges, détaillés ici, qui vont libérer les spores. Dans le groupe aboutir aux angiospermes, on est chez les spermatophytes et là, innovation évolutive, c'est l'apparition des graines provenant de la fécondation d'ovules. C'est également le gamétophyte mâle, le pollen qui est très réduit. Donc ici, je rappelle, le grain de pollen est soit à l'état bicellulé quand il est libéré pour la pollinisation, soit à l'état tricellulé quand il germe. Et au niveau de ce tube pollinique, les cellules spermatiques sont amenées au contact du gamétophyte femelle. Donc on a ici encore une adaptation au milieu terrestre et sa faible teneur en eau en s'affranchissant de l'eau, puisqu'on n'a pas besoin de gamètes flagellés, on n'a pas de spermatozoïdes, mais un phénomène de siphonogamie qui apporte les spermatides vers l'ovule. Chez ces spermatophytes sont présents les pinophytes, donc tout ce qui est pin et sapin, dont les ovules sont portés sur des écailles ligneuses réunies dans un cône femelle. Donc la pomme de pin, et vous avez donc les ovules ici qui sont simplement portés par des écailles durcies, ligneuses. Il n'y a pas, contrairement aux angiospermes, d'ovaires. Le xylème secondaire est qualifié d'homoxylé. Pour comprendre ceci,
on va ce que vous connaissez chez les angiospermes. Chez les angiospermes, on a un bois dit hétéroxylé, c'est-à-dire qu'on peut trouver des petites cellules. Les petites cellules correspondent aux cellules à rôle de soutien, ce sont les fibres, et des grosses cellules qui, elles, vont avoir le rôle conducteur. Donc on a une dissociation entre rôle conducteur et rôle de portance. Alors, chez les pinophytes, le bois est qualifié, le xylème secondaire est qualifié d'homoxylé, homo même. On n'a qu'un type de cellules, ce sont toutes des cellules qui vont à la fois jouer le rôle de soutien et le rôle conducteur. Pour arriver aux angiospermes, nouvelle innovation évolutive, ça va être que les ovules sont présents les ovules sont présents enfermés dans un ou des carpelles clos, donc phénomène d'angiospermie, c'est une enveloppe qui entoure les ovules, donc on le voit par exemple ici. Et après la fécondation se développent là où les graines qui vont être enfermées par le fruit provenant de la transformation de cet ovaire. Ces pièces reproductrices sont présentes au sein d'une fleur avec des pièces stériles, calice et corolle, donc tout ce qui est sépales et pétales, vous voyez ici bien des pétales. Ici, un exemple d'arbre phylogénétique des vertébrés. Donc là, je ne détaillerai pas les différentes caractéristiques, mais là encore, vous n'avez pas à connaître tous ces noms. Il faut savoir utiliser ce type d'arbre phylogénétique en exercice. C'est ce qu'on avait fait dans une précédente vidéo de façon simplifiée. Là, j'indiquerai juste que voilà, il faut savoir l'utiliser avec les notions d'innovation évolutive qui apparaissent au niveau de chaque branche et savoir parler d'état ancestral et d'état dérivé. Pour conclure, la phylogénie se propose de retrouver les parentés évolutives entre espèces en les groupant en taxons monophylétiques, c'est-à-dire en groupes comprenant un ancêtre commun et la totalité de ses descendants. Pour tracer la phylogénie, on se base sur des homologies. Globalement, plus le nombre d'homologies est important, plus les espèces sont apparentées. Les liens sont représentés sous forme d'un cladogramme. Ce type de classification rend obsolète un grand nombre de groupes utilisés dans la classification traditionnelle, exemple les poissons, les reptiles. Cet exemple montre que les classifications sont changeantes en fonction des connaissances biologiques. Et les arbres phylogénétiques que l'on réalise actuellement sont susceptibles d'évoluer en fonction des nouvelles connaissances. Donc les arbres phylogénétiques eux-mêmes ne sont pas figés, mais évoluent.